Et au sommaire de cette émission, une question. Sommes-nous prêts pour cette économie de guerre dans laquelle nous entraîne Emmanuel Macron ? Après le revirement spectaculaire des États-Unis qui ont coupé les financements militaires à Kiev, l'Europe, et en particulier la France, sont lancés dans une course contre la montre pour permettre à l'Ukraine de continuer à se battre contre la Russie. L'objectif, accélérer la production d'armement et renforcer le soutien financier à Kiev. Mais cette stratégie pose de nombreuses questions. La France a-t-elle les moyens financiers et industriels d'un tel engagement ? Alors que le pays traverse une crise du pouvoir d'achat, des tensions sociales et un déficit budgétaire record, ce virage vers une économie de guerre est-il réellement viable ? Ce soir, nous en analyserons les enjeux et les conséquences avec 3 streamers qui m'ont rejoint à distance, Calivision, Daimoon et Escargoug. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Salut. Bonsoir. On a l'impression qu'avec toute cette agitation qu'on voit un peu les derniers jours, que la guerre en Ukraine arrive à un tournant, presque à nos portes. Ça menace d'avoir des conséquences directes sur le quotidien des Français. Ma première question, ce serait quelles pourraient être justement ces répercussions concrètes de cette escalade en France ? Est-ce qu'il y a un risque concret pour les Français ? Je donne la parole à Cali, je ne sais pas, au hasard. Un risque, dans une guerre, il y a toujours un risque pour les pays autour, c'est sûr. Après, là, le risque, c'est que Macron, il a pris position dans ce conflit, donc forcément, ça nous met dans une position. Après, comment dire, là où il y a une situation extrêmement complexe, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution simple à cette situation. Je veux dire, la Russie a envahi l'Ukraine, ils ont conquis des territoires, et ces territoires sont extrêmement durs à récupérer aujourd'hui, et il faudra si on veut les récupérer militairement, il faudra faire des dépenses militaires majeures. C'est pour ça que l'Allemagne parle de 1000 milliards, l'Europe parle de 800 milliards. Alors, on ne sait pas qui leur a demandé, mais bon, voilà, ils décident qu'ils vont envoyer 800 milliards. Donc, voilà, là, on trouve littéralement des milliers de milliards pour faire la guerre en quelques instants. Alors que, pendant le Covid, il a fallu négocier pour pouvoir juste exister et survivre. Il fallait se plier en 4, prendre de la dette, etc. Bon, là, apparemment, pour la guerre, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc déjà, ça, c'est intéressant de le constater. Mais la situation, elle est celle-là, au final. Est-ce qu'on est prêt à dépenser pas seulement de l'argent, mais des vies humaines, ce qui est quand même encore beaucoup plus grave, quoi. Je veux dire, on les récupère jamais. L'argent, c'est matériel. Les vies humaines, on les récupère jamais. Donc, est-ce qu'on est prêt à dépenser des vies humaines pour récupérer ces territoires-là ? Et si on n'est pas prêt à le faire, est-ce qu'on est prêt à concéder à Poutine le fait que si Poutine décide avec son armée d'envahir des territoires et de les contrôler militairement, finalement, ils sont à lui, et puis c'est comme ça, enfin, le monde devient un peu risque, quoi. On revient à une situation pré-Deuxième Guerre mondiale, avec des empires coloniaux qui peuvent se servir à droite à gauche. Et étant donné que Donald Trump lui-même parle de prendre le Mexique, de prendre le Groenland, de coloniser le Canada ou je sais pas quoi, ça met un précédent quand même qui est assez terrifiant. Donc c'est là où la situation, elle est assez horrible en fait, parce que personne n'a envie de faire la guerre, mais personne n'a envie de concéder non plus à Poutine. Ça rappelle un peu Hitler, quoi, tout ça, sans faire un point Godwin tout de suite, mais ça rappelle un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on lui laisse, mais lui, le signe que ça lui envoie, c'est, vas-y, tu peux y aller tant que tu peux y aller, en fait, les autres ne feront rien et n'auront même pas de réponse à t'apporter, quoi. Donc c'est honnêtement assez terrifiant, et je ne crois pas qu'il y ait de bonnes solutions à ça, quoi, parce que céder à Poutine, ce n'est pas une solution. Et en même temps, mettre 1800 milliards ou plus dans une guerre, envoyer du coup des milliers de personnes à la mort et tout, c'est évidemment pas non plus quelque chose qu'on peut souhaiter et qu'on peut vouloir, quoi. Ouais, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, c'est qu'on trouve toujours de l'argent magique dès lors qu'il s'agit de tuer des gens. Ça, quand même, on remarquera que c'est quand même une constante de notre histoire budgétaire. Là où je suis assez d'accord avec toi, Kali, c'est que on est quand même à la période des grands remakes. On a quand même le nouveau Quoi qu'il en coûte, le nouveau Nous sommes en guerre. On a même une nouvelle résurgence du pacte germano-soviétique, sauf que cette fois, c'est Poutine avec Adolf J. Trump. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Alors après, quels sont les risques diplomatiques ? Je pense que de toute façon, il y a une reconfiguration de l'intégralité des relations internationales actuellement. Militaire, le risque, il n'est pas encore à notre porte. Risque budgétaire, je pensais qu'on était sorti de cette séquence. De façon assez ironique, j'observe aujourd'hui que finalement, Aurore Lalucq de Place Publique dit peut-être qu'il serait temps d'augmenter un petit peu les recettes budgétaires et de taxer les entreprises les plus zélées. Bon, il fallait une guerre pour en arriver là. Un petit peu désolant.
Mais après, je crois qu'il n'y a pas que les plus riches qui devraient être taxés, hein. Il me semble que notre ministre de l'économie, il avait quand même suggéré l'idée de éventuellement aller chercher du côté de l'emploi, notamment l'emploi chez les personnes de 50-55 ans. C'était ça qu'il disait. Donc là, il va encore nous faire voilà, un grand renfort de... il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir travailler dur, ça va être très compliqué et ça va être encore les plus petits, je pense malheureusement, qui vont trinquer, hein. D'ailleurs, tu avais parlé de la crise Covid à un moment et je trouve le parallèle, il est assez intéressant parce que j'ai un peu l'impression que c'est la même chose qui se passe, c'est que faute de prévision, faute d'anticipation de la part de nos chefs d'État et notamment notre chef d'État à nous, hein, Emmanuel Macron, c'est vrai que la crise Covid, il l'a vraiment très très mal amorti. Il semblerait que là, c'est pareil, il a mal amorti en fait la potentialité que Donald Trump puisse ne pas marcher main dans la main avec l'Europe. Et du coup, le pacte atlantiste, là, il commence à... Sûr du contraire. Ouais. Et donc du coup... en fait, on dirait qu'il tombe des nues à chaque fois. Il se dit des phrases comme qui aurait pu prévoir ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, il est acculé en fait, comme s'il n'avait pas pu prévoir quoi. C'est les gens qui tombent souvent des nues. Hein. Qui aurait pu prévoir que Trump ne voulait pas soutenir l'Ukraine, quoi. C'est pas comme s'il avait dit à peu près 1800 fois dans sa campagne et qu'on sait de longue date qu'il préfère quand même la Russie de Poutine à l'Ukraine de Zelensky. Bon, c'est quand même... le faire. Il a expliqué que ça lui coûtait de l'argent. Il a absolument aucun intérêt à soutenir l'Ukraine, à part pour faire joli, quoi. Mais il n'a pas envie de faire joli, Donald Trump. Et il a plus envie de respecter les anciens ennemis que les alliés historiques. Quoi qu'on puisse penser de la pérennité de cette alliance. Je comprends aussi la position de Mélenchon qui dit mais vous pensiez vraiment que les États-Unis, ça allait être la Pax Americana ad vitam aeternam, même si je rejoins pas forcément son absence de conclusion sur le sujet. Alors, on parlait du ministre de l'économie, on y reviendra juste après. J'ai juste une petite question, là, on est juste avant l'allocution du président de la République. À votre avis, quelle posture est-ce qu'il pourrait adopter? Est-ce qu'il va être va-t-en-guerre? Est-ce que vous avez un peu une idée comme ça? C'est un peu divinatoire, mais on peut peut-être... Il va partir là-dessus. On se souvient qu'il a été réélu là-dessus, sur le côté j'ai pas si mal géré la crise Covid, ce qui est quand même pas mal à discuter. Non, c'est vraiment il était tombé un plus bas sous les gilets jaunes et il est remonté dans les intentions de vote pour son deuxième mandat là-dessus. Et sur le côté, je vais faire un cosplay Zelensky, porter du kaki, mettre un col roulé et montrer que je suis le chef de guerre européen. Étant donné que là, il a une relative perte d'influence en interne, de toute façon, il va vouloir se rattraper avec ça. C'est Macron, évidemment que le mec, il va vouloir se mettre en avant de fou et se présenter comme le sauveteur du monde libre. Je pense qu'il va dire au moins une fois le terme « j'assume ». C'est son terme préféré pour dire, en fait, je n'assume pas et je dis que j'assume sans rien faire pour autant. Je me demande s'il ne va pas nous faire encore une petite métaphore piquée des hannetons. Vous vous souvenez quand il avait fait la métaphore des sièges là est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous envisagez de vous lever? Oui. Et c'était une métaphore pour parler du fait qu'on n'était pas encore en guerre parce qu'on était assis, mais qu'on n'allait probablement pas rester dans cet état-là et qu'on allait probablement transiter vers un état potentiel de guerre. Peut-être qu'il va nous ressortir une métaphore comme ça. Ouais, une métaphore qui ne marchait pas du tout. Comment ? Elle marchait pas du tout, la métaphore de Macron, parce qu'au final, elle voulait dire que c'était obligé qu'on allait aller en guerre, alors que ce qu'il voulait dire, en fait, c'était justement que peut-être on allait y aller, mais peut-être pas. Et en fait, avec sa métaphore à lui, ça sous-entendait, on va forcément finir par y aller à la guerre. Mais je crois que c'est pas ce qu'il voulait dire quand même. Ouais, je sais pas. J'avais l'impression que c'était un peu ce qu'il voulait dire peut-être. Mais en tout cas, il aura au moins un soutien, c'est sûr, c'est Charles Consigny. Je sais pas si vous avez vu là dans RMC, il a dit, moi, s'il faut aller à la guerre, j'y vais. Hein. Et c'est marrant. On dirait Charles. En devant, Charlie. Voilà. Vas-y. Mais ce qu'il a oublié, Emmanuel Macron, c'est que pour envoyer des gens à la guerre, il faudrait que les assiettes soient pleines déjà. Il faudrait que les Françaises et les Français ils se sentent peut-être en sécurité budgétaire. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir garder leurs enfants quand ils vont éventuellement... Là, je suis en train de parler d'un scénario catastrophe, bien sûr, mais il faut quand même qu'il y ait des choses concrètes qui soient données aux Françaises et aux Français, autres que des menaces, des contraintes, il faut se serrer la ceinture. Et là, il va aussi falloir peut-être quand même penser à... on nous a dit, je sais pas, il y a quelques mois qu'on avait une dette inabsorbable, je sais pas.
Je me rappelle que pendant la crise Covid, il y avait des économistes, dont Thomas Piketty, qui avait suggéré l'idée que cette dette, en fait, on la transforme. Au lieu de la donner à la Banque européenne, que en fait, la Banque européenne, elle nous dise, cet argent, vous allez le réinvestir en fait dans la dette sociale qu'il y a actuellement. Et ça, c'était pendant la crise Covid. Et moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, en fait. C'est de se dire, où est-ce qu'on met notre argent? Est-ce qu'on a envie de le mettre dans de l'armement qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne? Est-ce qu'on a envie de le mettre dans la santé des Françaises et des Français? Je pense que Macron répondra plutôt à la première solution, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait de très très bonnes autres utilisations de ces 800 milliards d'euros. Oh oui. Eh ben, puisqu'on parle d'argent, moi je vous propose d'écouter un petit peu le ministre de l'économie. Justement, il nous a un petit peu précisé comment cette économie de guerre pourrait se déployer. Nous souhaitons protéger les entreprises. Mais effectivement, les personnes qui ont une épargne importante, elles doivent contribuer à l'impôt. C'est sur quoi nous réfléchissons. Alors justement, à propos de l'épargne, Emmanuel Macron disait qu'il n'excluait pas de lancer des produits d'épargne pour permettre aux Français de participer au financement de ces programmes de défense. De quoi est-ce qu'on parle précisément ? Alors, c'est sur une base volontaire. Dans le financement dont on parlait d'efforts publics, mais on souhaite aussi que les acteurs privés soient mobilisés. Les investisseurs, les compagnies d'assurance, les banques. Et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, la semaine prochaine, nous réunissons à Bercy les investisseurs pour les mobiliser. Mais les particuliers qui nous écoutent, qui ont par exemple un livret A, un livret développement durable, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type d'épargne puisse être un moment orienté vers les industries de défense ? Il y a deux sujets. Il y a d'abord l'épargne volontaire des Français. Quand vous achetez une SICAV chez votre conseiller financier, il peut y avoir, et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus des fonds spécialisés dans la défense. Et ça, c'est le souhait des Français. Ensuite, vous parlez du livret A, dont j'avais la responsabilité auparavant quand j'étais directeur général de la Caisse des dépôts. Dans les fonds du livret A, il y a déjà des investissements dans des actions de sociétés françaises. Et certaines de ces sociétés françaises, je pense à Airbus, par exemple, ont une part de l'activité dans la défense. L'idée de flécher une part plus importante me paraît pas indispensable, puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'autres sources pour financer la défense nationale. Alors, on a entendu le ministre évoque le livret A, l'épargne des Français, ça les concerne au premier chef, cet effort financier. Ma première question serait peut-être un peu sur eux, justement. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Français, de cette guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression qu'à travers l'Ukraine, ce sont nos frontières qui sont menacées et que tous ces efforts financiers qu'on leur demande sont nécessaires? Je pense qu'il prend un petit peu en otage les gens quand il dit les Français veulent qu'on tape leur livret A pour financer une guerre à plus de 1000 km de là. Certes, alors après, comme le disait Kelly tout à l'heure, la situation, elle est pas simple. Aujourd'hui, là tout de suite, on n'est pas menacé immédiatement. On n'a pas de lien très approfondi avec l'Ukraine historiquement, ce qui ne veut pas dire qu'il convienne de se désintéresser du sujet. Pour autant, est-ce qu'on a une garantie que dans la lignée des conflits post-soviétiques où la Fédération de Russie essaie de reconstituer le glacis géopolitique de l'époque de l'URSS, on l'a vu en Abkhazie, on l'a vu en Ossétie du Sud, on l'a vu quand même sur moult dossiers, il y a la tentation d'aller jusqu'à la Transnistrie et à qui le tour, et ça c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. Je pense que le volontariat, il faut aussi voir qui le demande, parce que les Françaises et les Français, ils peuvent être éventuellement très volontaires de donner de l'argent pour des causes qui leur tiennent à cœur, mais comment c'est demandé, sous quelle forme? Là, le ministre de l'économie, Éric Lombard, il avait l'air de dire que c'était sous forme de volontariat. Moi, je connais pas de Françaises et de Français qui se diraient ouais, je vais claquer mes thunes, je vais investir dans l'Ukraine. Enfin, je vois pas trop comment c'est possible. On est trop individualisé, on est trop... même déjà, rien que dans d'autres pays européens qui n'y sont plus proches de nous, on a déjà des intérêts qui sont extrêmement différents. Donc ça me semble déjà compliqué. Si jamais, par exemple, typiquement, là, je sais pas, si jamais il y avait la guerre qui arrivait en Italie, politiquement, l'Italie, en ce moment, penche plutôt vers l'extrême droite, et il y aurait probablement plein de personnes qui diraient est-ce que j'ai vraiment envie de défendre un régime d'extrême droite Ouais.
Et alors après, il faut voir en Italie, en plus, sur cette question, ils sont pas d'accord entre eux dans les différentes nuances de l'extrême droite, puisque la Liga est plutôt pro-russe, Fratelli d'Italia un petit peu moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie budgétaire à trouver? J'aurai la parole Cali juste après, mais est-ce que, vu que là, on essaie de compenser la défection budgétaire américaine, go taxer les entreprises américaines au niveau européen. Ouais, De toute façon, c'est la mode. Juste pour répondre sur votre question, de ce que pensent les Français. Alors, j'ai pas regardé les sondages, je sais pas ce que pensent les Français, mais l'impression que j'ai en discutant avec les gens, après c'est un peu vague comme ça, mais c'est que la plupart des gens, malheureusement, s'en foutent. L'Ukraine, c'est loin, la Palestine, c'est loin, donc pareil, ils s'en foutent de la Palestine, ils s'en foutent du Congo, ils s'en foutent en fait quand la situation est lointaine. Et il y a ce truc très cynique que les journalistes utilisent parfois, c'est le mort kilomètre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de morts s'il y a beaucoup de kilomètres de distance et qu'on va être beaucoup plus intéressé à un mort à côté de chez soi que à 200 morts en Chine. Et c'est très cynique et très triste, mais malheureusement, il y a une vérité, il y a un fond de vérité à ça, que les gens, effectivement, même si c'est horrible, même si c'est terrible, tragique, si c'est loin de chez eux, qu'ils n'ont pas d'attache directement, ça les touche pas vraiment. Après, si évidemment ils ont quelqu'un de leur famille qui est concerné ou ils voient un documentaire qui les touche, etc., ils peuvent être touchés individuellement. Mais la plupart des gens, malheureusement, ils pensent à ce qu'ils ont dans le frigo, ils pensent à payer leur loyer, ils pensent à offrir des cadeaux aux anniversaires de leurs enfants, mettre de l'argent de côté s'ils le peuvent, etc., etc. Et clairement, l'Ukraine, c'est très bas dans la liste des priorités, c'est évident. Nous, on est intéressés à la politique, on regarde beaucoup ça, mais les Français dans leur ensemble, je pense que pour la plupart, c'est bas dans leur liste de priorités et de choses. Et après, pour ce qui est de la déclaration du ministre, moi, ce que je trouve bizarre, c'est de proposer aux gens d'investir leur épargne dans la guerre. Parce que, c'est quand même un pari sur l'avenir. C'est déjà fait des obligations de guerre. Ah, bien sûr, complètement. Mais là, je veux dire, en l'occurrence, si tu veux récupérer ton argent un jour, il va falloir que l'Ukraine et ses alliés remportent la guerre et que les Russes payent des dommages et intérêts qui permettront éventuellement de rembourser les crédits. Enfin, c'est un peu... En fait, les seuls qui gagnent de l'argent dans une guerre, soyons clairs, c'est les vendeurs de canons. Voilà, c'est eux qui se mettent plein les la poches. France se pose là, hein. C'est le lobby militaro-industriel et qui effectivement est très puissant en France, comme aux États-Unis. Mais en France, on a des grandes entreprises d'armement. En Allemagne, il y a une volonté aussi de remettre leur industrie dans la direction d'une industrie d'armement, etc. Donc pareil, ils ont déjà de gros fabricants d'armes, etc. Mais ils veulent aller encore plus loin. Et là, les 1000 milliards qu'ils veulent investir, 1000 milliards, je veux dire, on a des gens qui dorment à la rue depuis des années. On peut même pas débloquer 2 milliards pour eux. Là, pour faire la guerre, on débloque 1000 milliards. Donc c'est évident que le lobby militaro-industriel, lui, il va s'en mettre plein les poches. Les actions vont monter, ça va vendre du canon. Il y a aucun souci. Par contre, les gens qui vont mettre leur épargne dans ça, il y a de grandes chances qu'ils en revoient jamais la couleur. Donc effectivement, c'est un pari assez risqué. Après, si on veut aider les Ukrainiens, je pense que plutôt que d'investir dans des armements, on peut essayer de les aider individuellement, envoyer de l'argent éventuellement pour qu'ils puissent maintenir leurs écoles ouvertes, pour qu'ils puissent se nourrir, etc., etc. quoi. Après, même les si, écoles, tu peux mettre ton mais argent. Si les écoles sont bombardées, maintenant les écoles sont souterraines, hein, mais Oui, ils les mettent souterraines. Mais c'est vrai que tu soulèves un truc, Cali, c'est qu'il y a c'est l'autre fin du monde, fin du mois, en mode ouais, les gens ils ont déjà pas à bouffer, tu leur demandes de se préoccuper de l'Ukraine. Je sais pas si, comme en matière climatique, la fin du monde et la fin du mois sont le même combat. Ah bah, ouais, c'est ça, il y a l'écologie, la Palestine, l'Ukraine, les droits des trans aux États-Unis, il y a tellement de choses qui se passent. Malheureusement, en tendance, les gens sont plutôt intéressés à ce qui les touche directement et en général ont un peu du mal à se projeter dans les choses qui les touchent pas. Et juste pour finir là-dessus, je trouve qu'il y a aussi un espèce de va-t-en-guérisme de la part de notre président et de son camp. Est-ce que on est vraiment allé jusqu'au bout de la solution diplomatique? Est-ce que là, oui, c'est vrai qu'il faut envisager toutes les possibilités, mais est-ce qu'on est vraiment allé jusqu'au bout? J'ai l'impression que Macron, il procède à l'envers. Est-ce qu'il est déjà allé rencontrer Poutine? Est-ce qu'il est déjà allé parler avec lui? Souviens-toi comment ça s'est passé. Oui, mais là, il serait temps de renégocier à nouveau, peut-être avec le fait que Trump est complètement bazardé par la fenêtre Zelensky. Alors, Trump, dans son discours tout à l'heure, il y a eu le discours de l'Union et il a dit, du coup, pendant ce discours devant le Congrès, il a dit que Zelensky était prêt à revenir à la table des négociations et que des négociations, apparemment, allaient... Après, c'est Trump qui l'a dit, donc c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais voilà, quoi. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est parce que Zelensky, il est pied au mur, il peut rien faire de plus, en fait. Là, oui, non, là, c'est sûr. Après, est-ce qu'on pourrait pas relancer les négociations sur la base, souvenez-vous, du protocole d'Istanbul qui avait capoté à cause de Bojo de Boris Johnson à l'époque? Mais est-ce qu'il est toujours temps de relancer des négociations sur ces bases
c'est pas moi qui suis dans les arcanes du pouvoir pour pouvoir le dire, hein, mais... Alors, je me permets de reprendre un peu la parole, mais vous avez parlé de points intéressants qui font écho à des magnétos qu'on voulait vous montrer, notamment sur la question de l'écologie et de l'enrichissement des armateurs français, notamment, enfin en tout cas des vendeurs d'armes. Je voulais vous faire écouter la députée Danielle Obono de la France Insoumise. Nous sommes en désaccord avec cette rhétorique de l'économie de guerre parce que aujourd'hui, nous pensons que s'il y a une menace existentielle qui existe, c'est la menace existentielle du dérèglement climatique, de la nécessaire bifurcation écologique, et que face à ça, nous devrions mettre les moyens et la coopération et les financements à la hauteur. Et aujourd'hui, y compris une discussion sur l'économie de guerre, ça sert, comme effectivement l'a dit le ministre de l'économie, à justifier, y compris d'autant plus d'austérité. On va nous expliquer, c'est l'économie de guerre, et donc vous allez devoir accepter, comme c'est le cas dans certains pays du Nord où c'est annoncé, de travailler jusqu'à 70 ans parce que vous comprenez c'est l'économie de guerre. Vous devriez accepter toujours moins de financement pour l'éducation, etc. Ce sont des choix politiques souverains qui ne peuvent être laissés à la décision de Madame von der Leyen, qui fait des annonces, mais bien au-delà de ce que sont ses prérogatives, je le rappelle. Et puis, c'est un choix de société. Nous pensons par ailleurs qu'il y a des besoins en termes de défense, bien entendu, qu'on doit évaluer, mais on part des besoins, pas de l'incitation à une escalade militaire qui ne va enrichir que les marchands de canons au détriment des besoins écologiques, démocratiques et sociaux de nos sociétés. Escargouk, par exemple, qu'est-ce que vous évoque un peu ces propos de la députée Obono sur notamment l'écologie, mais même plus largement? Basé, elle a raison. Moi, je pense que je suis d'accord avec elle, et c'est pour ça que je parlais d'une solution diplomatique. C'est que peut-être qu'on peut essayer quand même d'aller l'épuiser jusqu'au bout du bout et d'aller vraiment au maximum de nos possibilités de négociation. Pas obligé de réinvestir. Enfin, en plus, il y a même, nous, on a le bouton nucléaire, quoi. On peut s'en servir, faire du bluff, faire des trucs comme ça. Enfin, on n'est pas obligé d'investir encore davantage, toujours capitaliser sur des canons en plus. Moi-même, je trouve ça presque triste, en fait, cette situation. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Palestine. Je me dis, c'est tellement triste que Donald Trump, il ait abandonné comme ça l'Europe, alors qu'on a donné tellement d'armes pour financer l'armement israélien. Là, moi, je me dis, je suis en train de faire des parallèles et de me dire, en fait, on aurait dû s'abstenir, quoi. On aurait dû les laisser se débrouiller, ne pas les aider. Voyons que il ne nous remercie pas du tout, Donald Trump, des gestes que la France a pu faire pour Israël, par exemple, qui est son allié de base. Moi, je pense que là, il y a des impérialismes qui sont en train de s'effriter et que c'est peut-être une bonne chose au final. Kali, Taïmon, est-ce que vous avez envie de réagir aux propos de la députée Obono? Il y a quand même deux choses là. Vas-y. Vas-y, Taïmon. Vas-y. Il y a quand même deux choses là-dedans. Déjà, en fait, pourquoi cet effort ce serait supporté spécialement par la France qui a quand même, en matière, si on compare au reste des autres pays européens, il y en a qui, en fonction de leur PIB, mettent plus de points de PIB dans le budget militaire. La France avait quand même fait un effort, je me souviens, il y a quelques années, de 613 milliards en plus sur 6 ans sur le budget militaire. Peut-être que la France est le pays qui avait déjà mis le plus d'argent sur la table d'un point de vue militaire dans l'absolu, pas en pourcentage de PIB. Donc peut-être que c'est une problématique qui doit concerner d'autres pays éventuellement. Dans un second temps, c'est quand bien même il faudrait qu'il y ait un effort avec plus d'argent qui soit mis sur la table, notamment par la France. Est-ce que ça doit nécessairement être supporté par plus d'austérité? Moi, j'en reste là-dessus, mais je vois pas du tout d'évidence là-dedans. Et enfin, sur des considérations écologiques, moi je suis tout à fait d'accord avec la députée Obono. Malheureusement, on n'a pas l'impression que la guerre s'arrête pour des considérations climatiques ou pour d'autres considérations, toutes urgentes soient-elles par ailleurs. Kali, peut-être. Oui, moi j'ai trouvé ça très bien ce qu'a rappelé la députée Obono, et c'est toujours ce même truc, c'est-à-dire que pour les questions sociales, pour les questions écologiques, pour les femmes battues qui réclament depuis je sais pas combien d'années 1 milliard, voilà, 1 milliard, ce serait déjà pas mal. Je veux dire, ils n'arrivent même pas à débloquer 10 millions, donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez ulcérant de voir que
le gouvernement peut débloquer comme ça ils ont déjà débloqué 413 milliards d'ailleurs pour l'armement, c'était l'année dernière. Donc voilà, déjà, c'est pas de maintenant qu'ils font ça, mais on voit que voilà, pour l'armement, pour le lobby militaro-industriel, pour les Dassault et les Thales et autres, il n'y a aucun problème. On peut faire littéralement des subventions, puisque en fait, ces armements-là, il n'y a que des États qui les achètent. Donc c'est littéralement de l'argent du contribuable. Et d'ailleurs, que ce soit l'Inde qui les achète, ou l'Australie, ou la France, ça reste de l'argent de contribuables du monde entier, en fait, qui va directement dans l'achat d'armements pour faire la guerre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui est dérangeant. Et en fait, on parle d'économie de guerre, mais je trouvais très juste ce que disait la députée Obono, c'est-à-dire que c'est une austérité de guerre en réalité. On était déjà dans l'austérité, mais là maintenant on va en faire encore plus parce que c'est la guerre. Donc le peu d'argent qui va nous rester, on va le mettre dans l'armement et le RSA, les personnes handicapées, etc. Vous allez devoir vous serrer la ceinture parce qu'il faut bien faire la guerre, quoi. Donc c'est là où il y a une espèce d'hypocrisie absolue, puisque les centaines de milliards, ils existent, ils sont là, ils peuvent les sortir. Mais c'est exclusivement quand c'est dans l'intérêt de quelques entreprises, évidemment cotées en bourse, qui ont des actionnaires. Et je veux dire, toute guerre est une aubaine. C'est aussi ça qu'il faut dire et qu'il faut rappeler. Il n'y a pas que les enjeux géopolitiques, il y a aussi l'aubaine économique que ça représente pour des immenses entreprises. Donc voilà, si on rappelle pas ça, je pense que on passe à côté du sujet. Et si on est juste dans les questions morales, etc., on répond pas forcément à toutes les questions. Après, je pense quand même qu'il faut soutenir l'Ukraine et que l'Ukraine a été injustement envahie. Ça, je pense qu'il faut aussi le dire et le rappeler, parce que avec Trump, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui est responsable, de s'être fait envahir. Donc, faut quand même rappeler que c'est Poutine qui l'a envahi, que même si les Américains ont utilisé l'Ukraine un peu comme un État proxy, qu'ils ont fait quand même de sacrées saloperies en Ukraine, ça ne justifie pas l'invasion de Poutine. Et voilà. Et le problème, c'est qu'on est revenu un petit peu dans ce truc où vraiment les États impériaux sont extrêmement sans faux semblant sur ce qu'ils ont envie de faire et le fait qu'ils peuvent conquérir du territoire, et que s'ils ont la possibilité de le faire, la puissance militaire, en fait, il n'y a aucun autre argument qui vaut. C'est ce que dit Trump, au fond. C'est ça la vision de Trump. Il n'y a que la force qui domine, et donc comme j'ai la plus grosse armée, comme j'ai la plus grosse, je vous écrase. Et les droits internationaux, les lois, les tribunaux, etc., on n'y pense même pas, quoi. Mais bon, après, les Américains ont toujours été comme ça, c'est pas de Trump. Mais là, il y a vraiment un truc il n'y a plus aucun faux semblant. On a vraiment enlevé tous les apparats, tous les faux semblants humanistes, et on est vraiment dans le dur et dans l'horreur, voilà, dans le côté, pour ceux qui ont la rêve, Warhammer 40 000, moi ça me fait penser à ça, quoi. Il y a un côté empereur, God empereur éternel de Donald Trump, qui voudrait être ce dictateur éternel, et finalement... on nous l'a beaucoup présenté, surtout les complotistes disaient c'est le président de la paix, etc. Il faut quand même rappeler que dans l'échange avec Zelensky, ça a été beaucoup moins retenu par les médias, dans l'échange avec Zelensky, il a dit on va récupérer les terres rares ukrainiennes pour fabriquer des armes que nous utiliserons dans de nombreux endroits. Voilà, c'est une phrase de Donald Trump qu'il a prononcée il y a 2 jours. Dans de nombreux endroits, sans préciser lesquels, mais voilà. Donc ils vont prendre les terres rares ukrainiennes pour faire des armes, pour les utiliser dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est le président de la paix. Donc moi, ça me fait plus penser effectivement à cette logique de guerre éternelle, guerre contre le terrorisme, guerre contre la drogue, guerre contre... voilà. Et donc effectivement, la guerre continue. Après là, c'est vrai que pour le coup... dans cette guerre-là entre l'Ukraine et la Russie, Trump aimerait beaucoup que la guerre s'arrête pour pouvoir dire c'est grâce à moi que la guerre s'est arrêtée, je mérite le prix Nobel de la paix, je suis le héros, etc. Ouais. Mais au final, la conséquence de ses actions, c'est qu'il soutient Poutine et qu'il lui dit quelque part continue à capturer des territoires, je te dirai rien, quoi. C'est ça au final le message qu'il lui envoie quand même. Donc c'est là les terres rares qui les obtiennent auprès de Zelensky ou qui aient un tarif très très préférentiel de la part de Poutine en échange de simplement son inaction et de ses encouragements, lui il se dit dans tous les cas j'y gagne, et dans tous les cas le monde y perd. Mais ça, voilà, c'est ça. Je pense que le monde y perd, tu touches un truc là-dessus, parce que ça pourra pas durer éternellement en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... les forces qu'il envoie au combat ne pourront plus y aller, ne seront épuisées. Enfin, en fait, là, aux États-Unis, c'est aussi une énorme galère. Ils n'arrêtent pas. Nous, on parle toujours du prix de la viande. Quand on dit qu'on se soucie de mauvais problèmes, on dit toujours le prix de la viande est à je sais pas combien le kilo. Là-bas, c'est le prix des œufs. Et en fait... on va pas pouvoir continuer, enfin je sais pas combien de temps nos dirigeants vont continuer à pouvoir nous mettre la pression, à nous le peuple. Ça pourra pas durer éternellement. Il va y avoir des révoltes, il va y avoir des craquages. Et j'espère qu'ils vont arriver de notre vivant.
parce que je me rappelle encore de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, où en fait les soignants et les soignantes étaient vraiment à flux tendu, les services publics sont complètement dézingués, et là si il faut aller chercher de l'argent, ponctionner donc potentiellement l'économie des Françaises et des Français, puis après ce sera sous des faux semblants le service public, et ça va continuer comme ça au fur et à mesure. En fait, au bout d'un moment, juste on va plus pouvoir tenir, et ça va craquer d'une façon ou d'une autre. Je sais pas ce qui va se passer, mais Ils vont nous demander tous les soirs à 20h d'applaudir les militaires. c'est ça. Je... On va faire des casseroles. Hein. On parlait là justement de révolte sociale potentielle, de l'avenir, de comment les Français vont accepter cette situation aussi. Parce que je rappelle que qui dit situation exceptionnelle peut permettre des mesures exceptionnelles, et notamment souvent plutôt pro-patronat et plutôt anti-travailleurs. Il y a le président du MEDEF qui nous en a un petit peu parlé déjà. Je vous propose d'écouter. C'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie finalement sache financer un effort de guerre. Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France, mais ça veut dire qu'il y a un consensus dans le pays et une conscience partagée que cette situation très grave nécessite des moyens exceptionnels. Voilà, avec de tels éléments de langage et la crispation qu'on connaît en France autour de la question des retraites, qui est toujours pas digérée de la part des Français. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que la tension sociale déclenche de nouvelles manifestations de grande ampleur en France Je sais pas. Là, il y a quand même de multiples raisons, puisque le télescopage des problématiques climatiques, diplomatiques, l'austérité budgétaire, et même avant la réforme des retraites, il faut voir que quand même c'est le président qui s'est mangé les gilets jaunes. Après, est-ce qu'on attendait une autre déclaration de la part du MEDEF, si on nous invoquait pas l'argument de l'effort de guerre, ce serait autre chose, du moment que on peut revenir à des conditions sociales du 19e siècle globalement. C'est ça l'horizon. Oui. Moi, je peux envoyer les enfants à la guerre. C'est peut-être une option. Franchement, 16 ans, possible. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas encore une fois, des tests à grandeur nature pour pouvoir voir à quel point ils peuvent contraindre la population, à quel point ils peuvent leur faire avaler des choses difficiles à avaler, et pour voir à quel point la population reste entre guillemets sage et ne se révolte pas. Et j'ai vraiment l'impression que on va toujours nous trouver des excuses. C'est comme de la procrastination en fait. C'est on n'arrive pas à trouver l'argent pour rembourser la dette, mais là regardez, il y a encore ce truc en plus. Regardez, là il y a l'Ukraine, c'est la galère. Et puis là regardez, bientôt ça va être Donald Trump, il nous ponctionne de l'argent ou je sais pas quoi. Ils vont toujours trouver en fait des argumentaires pour appauvrir les Françaises et les Français, pour les faire travailler davantage. Plus tard, plus longtemps. Le RSA qui a été réformé, là, c'est absolument n'importe quoi. C'est pareil, les gens font quasiment du travail gratuit à ce terme. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment, c'est faire travailler les gens le plus possible, pour les faire réfléchir le moins possible et pour leur donner le moins de temps possible pour s'organiser et pour éventuellement fomenter une quelconque manifestation, par exemple. Et là-dessus, Escargot, sur la question des retraites, t'as beaucoup de gens, pardon, j'entends des bruits là. C'était sur mon ordinateur. Mais non, c'est que tu as beaucoup de gens maintenant qui prennent leur retraite avec une décote, quoi, qui le prennent sans avoir leur retraite complète et qui partent à la retraite en sachant qu'ils auront une retraite, un peu merdique, quoi. Mais en fait, le travail. Travailler moins pour gagner moins. Exactement. En fait, les gens sont cassés. Ils peuvent pas travailler plus. Donc, quand on est dit tout le temps, oui, mais aujourd'hui, l'espérance de vie, déjà, elle stagne, voire elle baisse. Donc, déjà, ça, ils le prennent pas en compte, par contre. Ils vont pas te dire, l'espérance de vie, elle baisse. Donc, c'est ça. On n'est jamais revenu au niveau d'avant Covid en termes d'espérance de vie. Donc, déjà, cet argument est basé sur une fake news. Et surtout, prendre l'espérance de vie de tout le monde sans prendre l'espérance de vie par catégorie sociale, par corps de métier, etc., ça n'a pas de sens, en fait, parce que c'est type de métier que tu fais qui va dire ton espérance de vie. Et c'est sûr, on sait très bien que
être un grand bourgeois, ça use moins le corps que travailler à l'usine. Hein. C'est basique, mais bon, la vérité elle est là. Du coup, prendre la moyenne en incluant tout le monde comme ça, c'est évidemment abusif et il rentre jamais dans les détails. Mais il y avait Michael Zemmour à l'époque qui avait démonté à l'époque de la première réforme des retraites, enfin pas la première, mais bon. Une des millions de réformes des retraites qui nous ont fait ces dernières années, il avait démonté tous ces arguments par A plus B. Donc on sait bien que c'est faux. Même le corps lui-même, hein, le Conseil d'orientation des retraites. Ouais, complètement. Donc on sait bien que c'est faux. En plus, quand ils font des réformes, elles ne fonctionnent pas derrière, puisqu'il y a toujours besoin d'en refaire une. Je veux dire, on en a une tous les 2 ans, donc c'est bien que les 72 réformes qu'ils ont fait, elles ont pas servi en fait, ou en tout cas elles étaient pas bien branlées parce que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est toujours la même rengaine. Et effectivement, là ça va être l'économie de guerre. Demain ça va être voilà, que les Français vivent trop longtemps ou sont trop fainéants, ne dorment pas à l'usine, comme disait Serge Dassault sur iTélé il y a des années. Ouais, il disait mais si les Français ils dormaient à l'usine, on serait mieux en France. C'est ça la mentale du Medef. Donc c'est sûr que c'est pas surprenant quoi. Hein. Il y a rien de surprenant dans ce discours-là. En plus apparemment la comparaison avec le Danemark est pas précise du tout de la part du gars du Medef. Donc bon, c'est un peu toujours la même chose. Mais là c'est vrai que l'argument de l'économie de guerre il peut vraiment permettre de faire taire toute contestation, parce que si vraiment la France, et c'est ça le grand truc en fait, c'est que si vraiment la France demain envoie des soldats en Ukraine, on rentre en guerre avec la Russie. Voilà, et c'est une possibilité, mais ça veut dire on est en guerre avec la Russie. Ça veut dire la France est en guerre avec une des plus grandes puissances au monde. Enfin, c'est 2 des plus grandes puissances au monde qui rentrent en guerre. Donc, c'est quand même une donnée géopolitique qui est quand même extrêmement importante. L'arme atomique en plus. Mais... Voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans un truc un peu hypocrite où on soutient militairement l'Ukraine, mais il n'y a pas de soldats, etc. Donc on est dans ce truc entre deux où on peut dire qu'on n'est pas totalement en guerre. Mais voilà, là, Keir Starmer parle d'envoyer des soldats, il a dit boots on the ground, donc c'est des soldats anglais en Russie. On est vraiment dans une guerre entre nations européennes, comme on a dit en Russie depuis très longtemps, quoi. Il a dit en Russie. Pas en Russie, il a dit en Ukraine, mais voilà. En Ukraine, je pense. Mais parce qu'il était question de ne pas les envoyer sur le front, mais en mode pour vérifier cesser le feu. Enfin, c'est ça la texte sur laquelle ils sont officiellement, il me semble. Mais... Oui, non, bien sûr. Il a dit en Ukraine. C'est moi qui ai parlé trop vite. Mais du coup, bon, l'ambiance, effectivement, elle est quand même à ça. Et on sait que historiquement aussi, c'est des moments où effectivement les patrons font imposer toute leur volonté, parce qu'effectivement, c'est la guerre. Donc voilà, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu vas discuter en fait? Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Donc économie de guerre, ça veut dire aussi des mesures exceptionnelles, des interdictions de grève, des interdictions, etc., etc. Ça peut aller jusque-là. Donc c'est le rêve pour les patrons, ça c'est clair. Hein. Alors, et pour notre État hyper sécuritaire qui veut nous manger nos libertés petit à petit et qui se réjouit et qui se frotte les mains à chaque attentat pour pouvoir mettre le pays en alerte rouge, quoi. Alors, une nouvelle loi. Je reviendrai juste après sur justement la question des libertés publiques qui vient d'être évoquée, mais je voulais quand même juste souligner qu'on est aussi qu'effectivement il y a un contexte international, mais il y a aussi un contexte national, notamment économique, où on connaît une production industrielle qui se casse la tronche, l'explosion des faillites d'entreprises. On voit depuis quelques mois des plans de licenciement qui se multiplient et des fermetures d'entreprises qui s'enchaînent. Juste pour quelques chiffres, la CGT recense entre 128 250 et 200 000 emplois menacés ou supprimés depuis décembre 2023. Ça paraît un peu compliqué là, de justifier à des Français, notamment ceux qui galèrent, ceux qui sont en difficulté financière, qu'on va investir massivement dans l'armement plutôt que dans le social. C'est paraît quand même une rhétorique un peu complexe pour Macron là. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on n'a pas... Mais ça va passer, hein, comme disait Édouard Philippe, et ça passe. Hein, il le fait à chaque fois. Et comme de toute façon, il réprimande tout mouvement social à coup de bâton et de bravem, il est possible aussi que malheureusement les éventuelles potentielles révoltes puissent se faire casser dans l'œuf en quelque quelque sorte. Mais moi j'ai très peur. Vas-y. Il y a aussi un autre truc, c'est que je pense que là, Emmanuel Macron, quand il parle d'économie de guerre, c'est aussi pour faire résonner en nous, voilà, cette potentialité de la guerre. C'est en fait un élément de langage, parce que j'ai l'impression que concrètement, pour l'instant, il fait pas grand-chose à part se réunir avec des gens et dire il faut y aller, attention là, il va falloir agir. C'est le truc de la Macronie, en fait, ils excellent dans ça,
placer des éléments de langage pour faire croire qu'ils font des choses et pour faire croire qu'ils se préoccupent de quelque chose. Maintenant, en l'occurrence, là, les Françaises et les Français, s'ils sont un peu attentifs, ils se rendront compte que les macronistes ils se préoccupent de tout, sauf de eux. Et ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Est-ce que finalement ces éléments de langage que tu évoques, ce serait pas une façon un peu détournée de cacher les échecs du gouvernement, notamment sur le dérapage budgétaire qui est assez phénoménal et dont on n'a pas tant parlé que ça finalement au regard du déficit? Mais si, complètement. Ça fait à peine un mois là, que le budget très impopulaire, il est passé. Et ça y est, on nous reparle d'économie de guerre. C'est vraiment pour nous dire « Ah non, on n'a pas le temps, c'est bon, allez, ça dégage. On n'a pas le temps de se poser des questions sur le budget, voilà. Hein, quoi, comment ça, vous n'avez pas d'argent? Ah non, mais attendez, économie de guerre, on n'a pas le temps. » Je pense que c'est vraiment ça. C'est la République en marche, littéralement. Là, ils sont tout le temps, il faut y aller, toute turbine, on y va. Et comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir. Et lui-même, il n'a pas le temps de réfléchir. Et comme tu disais précédemment, il accuse le coup de ses potentielles erreurs, notamment dans tout ce qui est la dette. Voilà, la dette, elle vient de la Macronie quand même, très largement. Alors, moi, je vais devoir y aller, mais juste avant en conclusion, il y a deux choses que je voudrais dire sur déjà les défaillances d'entreprises dont vous avez parlé. C'est vrai qu'il y a une augmentation, c'est reconnu par tout le monde, c'est reconnu par les rapports de l'État, etc. Donc il y a clairement une augmentation de ces fermetures d'entreprises, et je pense que c'est lié à un phénomène qu'on voit de plus en plus depuis le Covid, en fait, qui s'est vraiment développé depuis le Covid. C'est un phénomène de concentration où les petites entreprises ferment et sont remplacées par des grandes chaînes, des grandes marques, des grandes entreprises qui ont énormément progressé de leur côté, des Amazon, des Apple, etc. Et derrière, Amazon, quand ils ouvrent par exemple un centre dans une ville, ça détruit tout le tissu économique local. Je veux dire, c'est quand même une réalité. Donc cet effet de concentration, il joue sans doute dans ces records là de fermeture d'entreprises. Enfin, je ne sais pas si c'est des records, mais en tout cas une augmentation très forte. Ça c'est clair. Donc il y a sans doute un rapport avec ça. Et c'est quelque chose qui est très inquiétant, puisque en fait, on a de tout temps critiqué le capitalisme depuis que ça existe, depuis le capitalisme industriel et tout, mais là on est vraiment à une période où on arrive à des niveaux de concentration économique où quelques boîtes détiennent absolument tout. C'est quelque chose qui est, à mon avis, assez inédit et qui se poursuit et qui est en fait le but du néolibéralisme. Je veux dire, c'est pour ça que Macron, c'est ce que fait Macron, c'est la politique de Macron, quoi. C'est de faire des faveurs aux grandes entreprises pour qu'elles créent de l'emploi. Et derrière, se foutre des conséquences économiques que ça, là, on va voir effectivement l'impact de tout ça. Et il y a un autre point, alors, juste pour finir là-dessus, c'est que là, on n'a pas encore entendu Macron, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais pour l'instant, comparativement à Sarkozy et Hollande, Macron n'a pas été tant un président va-t-en-guerre que ça. Je veux dire, Sarkozy a fait la guerre. En vrai, oui, Sarkozy a fait la guerre en Libye. Pas qu'à Libye, le Mali. Hollande a bombardé la Syrie, l'Irak. À ma connaissance, Macron n'a pas fait de choses approchantes pour l'instant. Donc, il a soutenu Israël, quoi. Alors, il a soutenu Israël, mais ça, Sarkozy et Hollande aussi l'ont fait. C'est pas spécifique, quoi. Il n'a pas déclenché de nouvelles guerres. Il a dit des dingueries. C'est clair, quand il a dit à Netanyahou, quand il a dit on va faire une coopération avec l'armée française pour bombarder le Hamas et tout, c'était absolument n'importe quoi. Je dis pas que voilà. Mais Macron, il a essayé d'être va-t-en-guerre, plein de fois. Il est quand même, au fond, il essaye, il montre les muscles, mais au fond, il n'a pas fait ce que Sarkozy et Hollande ont fait pour l'instant. Ça va peut-être arriver, je veux pas, voilà. Mais si on est honnête, sur la politique étrangère, il est un peu moins pire que Sarkozy et Hollande. Moi j'essaie d'être juste, donc même si j'aime pas Macron, je lui reconnais quand même ça. Il est un peu moins pire. Je dis pas qu'il est bon. Je dis pas qu'il est bon. En termes diplomatiques, c'est catastrophique. Mais en termes diplomatiques, je suis d'accord. En termes diplomatiques, c'est une catastrophe. Alors que lui, justement, se vit comme un diplomate, se vit comme quelqu'un. Alors qu'il est très mauvais diplomate, en fait. Il est nul à chier. Il vient de revenir aux États-Unis avec plus 25% de taux de taxation là. C'est un gros nul. Ouais, bon après ça, est-ce que Trump va le faire? On verra bien. Mais le truc, c'est que... Il n'y a pas que ça, il y a aussi tous ces soutiens en Afrique qui commencent à faillir, etc. Ça c'est déjà commencé sous Hollande, oui, bien sûr. Il faut voir comment il traite les soutiens. Le mec arrive en néocolon en disant quelle ingratitude. Bien sûr, les pays africains. Complètement. Alors, je ne veux pas vous couper. Il faut que j'aille écouter Macron, donc je dois vous quitter, je suis désolé. Merci beaucoup, Kali, pour ta participation. Bon stream et à bientôt. Merci, bonne soirée à vous.
Et nous, on continue avec Escargot et Daimon. Une petite dernière question. Comme je vous le disais, je voulais parler un peu de justement la restriction des libertés publiques. Ces situations exceptionnelles encouragent souvent des restrictions de libertés publiques. On se souvient de la période du Covid qui avait été un plutôt bon exemple en la matière. Un couvre-feu alors qu'on n'était pas vraiment en guerre à l'époque. Oui, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, nous sommes en guerre quand même. Est-ce qu'on doit craindre une nouvelle limitation des libertés au nom de la sécurité? Est-ce qu'on peut même aller plus loin et envisager que Macron profite de ce contexte et peut-être de ce prétexte pour engager une réforme constitutionnelle? Allons savoir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Matt, il a placé quelqu'un au Conseil constitutionnel, l'opportunité n'a jamais été aussi grande. Est-ce que l'extrême centre, est-ce que le libéral, les courants libéraux autoritaires ont tendance à vouloir s'autoritariser? Bon, je pense que de toute façon, on a l'expérience d'un mandat et demi de macronisme pour nous montrer si on n'avait pas besoin de se rappeler de l'histoire. Oui. Oui, alors c'est vrai que là... l'extrême centre dont tu parles, il est quand même composé de gens comme Retailleau ou de gens comme Darmanin qui manient l'autorité comme des punchlines, quoi. Ils sont pas au centre. Darmanin, il est au centre, en théorie. Non, de base, il est LR. Enfin, de base, c'est la droite classique qui s'est extrême droitisée avec tout le reste du décalage à tribortout de la fenêtre d'Overton, mais... Oui, bien sûr. Mais là, en théorie, si jamais on considère honnêtement que... de toute façon, est-ce que Macron, il est toujours de centre? On pourrait arguer que non. Il l'a jamais vraiment été. Mais ce que je veux dire, c'est que leur socle commun, leur bloc central, peu importe comment ils l'appellent, c'est plus autour de Horizon, je sais plus comment ça s'appelait, Renaissance et du coup le Modem, et qui sont maintenant, qui ont à peu près. On parlait d'un axe macrono-lepéniste qui intègre aussi le bayroutisme aujourd'hui. Oui. Tous ces gens parlent globalement d'une même voix et ça devrait nous faire peur qu'il y ait quand même 2/3 de l'Assemblée qui soient d'accord sur l'essentiel de ces propositions-là. Et ouais, moi je sais pas si ce soir il va nous faire un coup de nous sommes en guerre, nous sommes en crise, etc., etc. Mais je pense que effectivement cette histoire d'économie de guerre, il va falloir qu'on prête vraiment attention à tout ce qui va se passer au niveau des potentielles réformes, des potentiels circulaires, des potentielles idées qui pourraient passer par la tête de notre très cher Macronie, parce que effectivement ça pourrait se solder en coupe de liberté. On le sait potentiellement. Mais il utilise toutes les excuses. De toute façon, même rien que pendant les JO, il s'en est servi du prétexte des JO pour interdire certains endroits de Paris. Interdire certains endroits de Paris, constater à quel point il pouvait maîtriser la circulation dans une grande ville, et aussi rajouter plus de policiers, notamment dans des départements comme la Seine-Saint-Denis. Voilà, tout prétexte est bon de toute façon. Eh bien, écoutez, il faut faire attention. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques minutes qu'il soit 20h pour avoir la réponse. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez un dernier mot sur le sujet, sur cette économie de guerre? Ouais. J'ai quand même très très peur que ces gens par cynisme se disent notre objectif c'est quand même le plein emploi, donc 5% en France. La guerre ça crée de l'emploi, est-ce qu'on pourrait pas faire d'une pierre deux coups? Ces gens sont capables, malheureusement, j'espère me tromper, mais Non, t'as raison. Eh bien, écoutez... pardon, je t'en prie. Et puis, là, on est plus resté sur des considérations internes, étant donné qu'on attend d'ici quelques minutes que Héphaïstos Ier prenne la parole. Quand même un petit mot pour les États-Unis, enfin sans vouloir faire preuve encore une fois d'anti-américanisme primaire, mais moi j'ai pas eu de revirement entre le moment où on est passé de Biden à Trump. Un pays qui mérite quand même au minimum notre défiance, si ce n'est notre mépris, et j'espère que ça a au moins servi de leçon, pas de se dire qu'il faut faire une défense européenne, mais peut-être moins s'aligner automatiquement devant les pires va-t-en-guerre de la planète, même quand ils prétendent apporter la démocratie, ce qu'ils ne font même plus aujourd'hui. Il y a même plus ce côté un peu cosmétique de regardez, on est les gentils.
Oui, peut-être qu'au niveau de l'opinion de la population, ça va pouvoir changer des choses. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à voir des initiatives d'organisations qui se créaient sur Internet, sur Facebook très ironiquement, pour boycotter éventuellement des produits états-uniens. J'ai trouvé ça assez mignon. Ça se fait pas mal en Suède notamment. Ouais, en Suède, ils ont énormément de traction, effectivement. Mais bon, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ça va convaincre en France? Rien n'est moins sûr. Moi, ce que je vois, par contre, c'est que, de toutes les façons, je vois pas trop comment la guerre en Ukraine pourra se solder d'une bonne solution, comme disait Kali tout à l'heure. Il y aura nécessairement une partition, hein, au mieux. Ouais. Et je pense aussi que la Russie va pas s'arrêter là, les États-Unis, comme tu disais, vont pas s'arrêter là, et que là, la guerre des impérialismes, elle va continuer, et que c'est intéressant de savoir maintenant où est-ce qu'on va se placer. Est-ce qu'on va se placer en tant que essayer de reconstruire un impérialisme européen? Est-ce qu'on va, comme le suggérait peut-être Raffarin, essayer d'aller voir du côté du Sud global éventuellement, si on a des alliés encore qui nous restent? Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois que la Maison Blanche parle de la même voix que le Kremlin, qu'est-ce qui reste comme troisième voix? La Chine. Let's go. Et ils ne font pas d'austérité. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Et ben, la Chine niveau surveillance, bon. Pardon, on arrive à la fin de cette émission, mais voilà, vos derniers mots nous donnent une vision sur plein de prochains sujets potentiels desquels débattre avec vous. Je vous remercie d'avoir participé tous les deux, et merci à vous qui nous regardez d'avoir assisté à ce merci de nous avoir invités. Nouvel épisode de Au cœur de l'actu. C'est avec plaisir. N'hésitez pas à nous donner votre avis en nous laissant un commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou bien en mail si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Abonnez-vous à partir de 5 € par mois, ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur Le Média.